Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Et aujourd'hui, c'est de Carol Myers, L'intermédiaire. La journée d'automne a été ensoleillée et douce, mais la nuit est d'un froid piquant. Pourtant, en dépit de la morsure de l'air, le front d'Harry Mass est luisant de transpiration, tandis qu'il s'active à changer un pneu crevé sur l'autoroute numéro 1 à 6 miles de Surf City. Harry est un petit homme d'âge moyen, veuf, dont la vie entièrement consacrée à son travail ne lui donne pas souvent l'occasion de fournir des efforts physiques. Pourtant, ce soir, il faut aller vite, très vite. Enfin, le travail est terminé. Il lance cric et manivelle dans le coffre de sa voiture, se glisse derrière le volant et démarre en trombe. Des pneus qui hurlent, plusieurs éclairs aveuglants dans la nuit. Harry se glace, conscient jusqu'à la nausée qu'il a déboîté sans songer à regarder dans son rétroviseur. Une voiture qui arrive derrière lui à grande vitesse va le percuter. Dans un ultime réflexe, il réussit à braquer sur la droite. Sur sa lancée, l'autre véhicule accroche son flanc gauche, passe comme une fusée, puis très vite se rabat et vient se caler contre l'accotement. Harry freine, et sa voiture enfin s'immobilise. Le cœur battant, il s'affaisse sur son siège et reprend lentement ses esprits. Dire qu'il aurait pu se faire tuer bêtement ou provoquer la mort de quelqu'un. Apparemment, les deux occupants de l'autre véhicule sont indemnes. Il les voit descendre et se diriger vers lui. Leur voiture est une vieille Ford qui a pris pas mal de coups avant l'accident de ce soir. « Je suis désolé !» crie Harry en se penchant à la portière. « Je ne vous ai vraiment pas vu !» C'est alors qu'à la lueur des phares, il découvre vraiment les deux hommes de la Ford. Ils sont jeunes, dans les 18 à 20 ans, et portent cette sorte d'uniforme des voyous que sont les blousons de cuir noir, les pantalons serrés et les bottes mexicaines. L'un des garçons est mince, l'autre plutôt massif. Leurs cheveux sont rasés, leurs yeux cruels et fixes. Des durs. « Où est-ce que t'as appris à conduire, papa ?» questionne le gros en plaquant ses deux mains à plat sur le toit de la voiture, tandis que son compagnon se tient légèrement en retrait. Un frisson de malaise parcourt Harry Mass. Cependant, il se force à sourire. « Eh bien, je vous répète que je vous ai pas vu. »« Et moi, je te dis que t'aurais pu nous tuer ?» l'interrompt le jeune homme. « C'est ça la vérité !» Harry en convient. Bien sûr, et j'en ai bien conscience. Cependant, à nouveau, le garçon le coupe. Les clowns comme toi, on devrait les virer de la route. Harry est tellement bouleversé et énervé que, brusquement, une bouffée d'irritation l'envahit. Il se rebiffe. Si vous cessiez de m'interrompre tout le temps, donnez-moi au moins une chance de vous expliquer, voyons. L'expression de son interlocuteur se durcit. Dis donc, papy, si je comprends bien, tu me dis de la boucler, là, hein? Non, mais si c'est comme ça que vous l'exprimez, oui, répond Harry. Le gros le regarde fixement, puis se retourne vers son compagnon. T'as entendu, Vince? Peut-être qu'on devrait lui faire un peu baisser le ton à ce type. Le prénommé Vince, les coudes négligemment posés sur le capot de la voiture, accueille cette proposition avec un haussement d'épaule. Il donne l'impression d'être plus intelligent que son compagnon. Plus intelligent, mais plus dangereux aussi. Comme tu veux, Maxi, laisse-t-il tomber. Non, écoutez, messieurs, dit Harry, la gorge sèche, je comprends que vous soyez furieux, mais puisque je reconnais mon entière responsabilité, inutile de perdre notre temps. Tenez, voici ma carte où vous trouverez mon numéro de téléphone. Appelez-moi dès demain et nous réglerons cette affaire. Maxi s'empare du Bristol, le parcourt et le montre à Vince. T'as vu, dis donc? Monsieur est avocat. Oui, justement, dit Harry, je suis sur une affaire très urgente et je vous serai obligé de bien vouloir me laisser partir.
Il prend son mouchoir et essuie son front en sueur. Vince ne bouge pas d'un pouce et regarde ironiquement le conducteur à travers le pare-brise. « Vous avez l'air bien nerveux, monsieur Moss ?» observe-t-il d'une voix froide. « Qu'est-ce qui vous donne une telle suée ?»« Non mais ça, c'est pas vraiment le problème, » répond vivement l'avocat. Le visage de Vince se durcit aussitôt. « Faut pas me parler comme ça, monsieur Moss. Personne n'a le droit de le faire. Quand un crétin manque de me tuer, j'ai envie de savoir pourquoi, c'est clair ?» Harry Mass lève les yeux vers le jeune homme. D'habitude, il y a de la circulation sur cette route et voilà que ce soir, il ne passe presque personne. D'ailleurs, en supposant même qu'il puisse alerter les automobilistes, ceux-ci n'auraient sans doute aucune envie d'intervenir. Dans sa vie professionnelle, il en a vu des cas de non-assistance à personne en danger. Et aujourd'hui, la personne en danger, c'est lui. Machinalement, il met la main droite sur la serviette posée à ses côtés sur la banquette. Ce mouvement n'a pas échappé à Maxie. « Qu'est-ce qu'il y a dans ce truc, monsieur ?»« Rien, » dit Harry. « Rien, juste des papiers d'affaires. »« C'est pour ça que tu transpires comme un cochon qu'on égorge ?» insiste le gros. « Il n'y a rien, je vous assure » répond l'avocat. Vince, qui a suivi la scène, lance un ordre à son copain. « Va jeter un coup d'œil, Maxie !» L'autre fait le tour de la voiture, ouvre la portière et arrache la grosse serviette de cuir qu'Harry a instinctivement prise dans ses bras. Le voyou l'ouvre et s'écrie « Ma parole, c'est plein de fric! Je te jure, Vince, regarde! Des paquets et des paquets! Il doit y en avoir pour des milliers de dollars, des centaines de milliers même !» Il agite des liasses de billets verts en direction de son camarade qui, lui, ne se départit pas de son calme. « C'est pas normal, cette histoire !» dit-il au bout d'un moment de réflexion. « Il faut que M. Mass nous raconte tout, mais pas ici. On le fera à la cabane. »« Comment on fait ?» interroge Maxie. « Monte avec lui !» ordonne Vince. « Moi, je prends notre bagnole pour montrer le chemin. » Maxie s'installe à côté de Harry, tandis que son compagnon se dirige vers leur voiture. « Écoute bien, papa, » dit le voyou. « J'ai un couteau et je sais m'en servir. Alors, si t'essaies de jouer au malin, je te plante. Pigé ?»« Oui, oui, » murmure Harry. « Bon, bah alors démarre et suis mon copain. » L'avocat songe qu'aucun échappatoire n'est possible dans l'immédiat. Tout en conduisant mécaniquement, il tente de réfléchir, de faire le point. Il faut absolument qu'il parvienne à se tirer de ce piège. Mais comment ? Pour le moment, rien à faire. Il est seul, désarmé et pas bien costaud, face à deux voyous déterminés que la vue du magot a fortement excités. Une vingtaine de kilomètres plus loin, les deux voitures empruntent une route secondaire et aboutissent bientôt sur une plage où se dresse une sorte de grande cabane de pêcheurs, passablement délabrée. Les deux voyous emmènent Harry à l'intérieur et vérifient que les volets sont bien tirés avant d'allumer l'unique ampoule nue qui pend au milieu du plafond. Celle-ci éclaire deux lits défoncés, quelques vieux meubles brinque-ballants et tout un bric-à-brac de caisses vides et de matériel de pêche. Vince ordonne à l'avocat de s'asseoir sur l'un des deux lits et vide le contenu de la serviette sur la table. Ses yeux étincellent, tandis qu'il se livre à une estimation rapide. 200 000 $ à peu près, annonce-t-il. Maxie n'en revient pas. Donc ça, mais c'est le jackpot, Vince. Du calme, répond son compagnon. Ce fric, c'est peut-être de la dynamite. Un petit mec qui se promène tout seul la nuit avec cette montagne de pognon, c'est pas normal. Il se tourne vers Harry. Alors, monsieur Mass, qu'est-ce que ça veut dire ? Harry se penche en avant. Il doit absolument se débarrasser de ses voyous et récupérer l'argent. S'il est en retard au rendez-vous, les conséquences seront terribles. Il prend une profonde inspiration. Écoutez, cet argent n'est pas à moi. Je m'en doutais un peu, rien qu'à voir votre allure, ricane Vince. À qui appartient-il ? Harry secoue la tête. Je regrette, mais je ne peux pas m'en répondre. Vince a un mince sourire, mais un tic commence à crisper sa joue.
Brutalement, il saisit son prisonnier par le devant de sa veste, le soulève, puis le laisse retomber sur le lit, où il s'effondre comme une poupée de chiffon. Écoutez, je veux une réponse nette et précise et rapide. Sinon, Maxi vous cogne dessus et je vous garantis qu'après, vous aurez du mal à reconnaître votre visage. Maxi, alléché par la perspective d'utiliser ses gros poings, s'avance vers Harry en gloussant de joie. « Cet argent, c'est le paiement d'une rançon, » dit l'avocat. « Quand nous avons eu cet accident sur la route, j'allais la remettre. » Il jette un coup d'œil à sa montre. « On m'attend dans un quart d'heure, à 3 kilomètres de Lookout Point. » Il y a un silence. Les deux voyous le regardent, médusés. Puis Vince reprend la parole. « Vous voulez dire que quelqu'un a été kidnappé? Qui? »« Cynthia Frost, » répond l'avocat. « La fille de Matthew Frost, l'armateur. Je suis l'avocat de Frost et j'agis comme intermédiaire. » Maxi intervient. « Fais gaffe, Vince, il raconte des histoires. J'ai rien vu dans les journaux au sujet d'un truc dans ce genre-là, moi. » « Bien sûr, répond aussitôt Harry. Frost a voulu garder le secret pour ne pas mettre la vie de sa fille en danger, voyons. » Vince paraît ne pas entendre. Il gratte pensivement son menton pointu. « Je me souviens, » finit-il par dire. « Je me souviens. J'ai lu quelque chose au sujet de la poule. C'est une vraie dingue. Elle a fait un tas de trucs du genre se saouler à mort et même se tabasser avec les flics. Son vieux l'a tiré de quelques méchants trucs grâce à son pognon. Non, tout ça a l'air de bien coller. » Il se tourne vers l'avocat avec un mince sourire. « Vous savez pourquoi je vous ai fait venir ici, monsieur Moss, au lieu de vous piquer tranquillement le fric sur la route? Parce que j'avais peur que vous soyez une grosse tête de la mafia ou d'un gang de la ville. Et voler ces gens-là, c'est pas sain. Alors c'est une bonne nouvelle d'apprendre que c'est de l'argent honnête. Ça m'enlève mes derniers scrupules. » Il interpelle son compagnon. « Maxi, tu ficelles convenablement monsieur Mass afin qu'il bouge pas d'ici, et nous, on se tire avec le fric. »« Formidable !» s'exclame Maxi. Harry bondit sur ses pieds. « Mais vous ne pouvez pas faire ça, voyons. Si cette rançon n'est pas livrée à temps, Cynthia Frost va être assassinée par ses ravisseurs. Est-ce que vous comprenez, au moins ?» Vince hausse les épaules. « Et alors? Tant pis pour elle. Ça lui apprendra, cette bande de riches. » Harry Mass n'essaie pas de discuter. Raisonner avec ces brutes n'aboutirait à rien. La seule chose à faire, c'est de tenter de récupérer l'argent, à tout prix. Tandis que Vince replace les billets dans la serviette, Maxi, à l'autre bout de la pièce, se tient courbé au-dessus d'une caisse dans laquelle il farfouille, sans doute à la recherche d'un fil de pêche pour l'attacher. Harry comprend qu'il ne trouvera jamais une meilleure occasion. Il doit attaquer maintenant en compensant son infériorité physique par l'effet de surprise. En un éclair, il se retrouve derrière Maxi. Juste au moment où le voyou se redresse, son fil de pêche à la main, le poing de l'avocat vient le frapper au visage avec violence. Maxi pousse un grognement de douleur, mais ne s'effondre pas malheureusement. Il cogne à son tour de toute sa force de brute. Harry a l'impression que la cabane fait explosion dans sa tête. Tout bascule autour de lui de plus en plus follement. Puis c'est le trou noir complet. Quand il revient à lui, la première chose qu'il remarque, c'est le silence. En frissonnant, il ouvre les yeux. Il est seul dans la cabane sordide. Les deux voyous et la précieuse serviette ont disparu. C'est alors seulement qu'il prend conscience qu'il est étendu sur le sol, ligoté dans une position très inconfortable. Ses mains et ses chevilles sont attachées ensemble dans le dos. Des larmes de rage emplissent ses yeux. Comme il a été lamentable durant toute cette soirée. Incapable de bien conduire une voiture, incapable de se défendre face à ces minables petits voyous. Mais est-ce vraiment surprenant? Depuis le début de sa carrière, dans tous les cabinets d'avocats où il a travaillé, on ne lui a jamais confié que des dossiers mineurs sans importance. Alors qu'il rêvait de devenir un ténor du barreau, il en est réduit à jouer les seconds rôles, les utilités. Et pour quelle raison? Tout simplement parce qu'il n'a pas de caractère. Parce qu'il ne sait pas s'imposer.
Pourtant, il est aussi intelligent et capable que tous ces jeunes loups qui plastronnent et font des effets de manche. Seulement voilà, il n'y a pas de justice. Tout en remuant ses sombres pensées dans sa tête, Harry cherche à défaire ses liens. Maxie, dans sa hâte, s'il a fortement serré le fil de pêche, a oublié que le nylon possède une certaine élasticité. Ce qu'il faut, c'est exercer une pression continue pour le détendre, millimètre par millimètre. C'est une tâche difficile et qui prend un temps terriblement long. Difficile et douloureuse aussi. Les fils lui scient la chair aux endroits où il porte ses efforts. Mais Harry est animé par une sorte de rage contre le monde entier, contre lui-même, et cela lui donne du courage pour continuer. 20 minutes plus tard, il est libre. En tremblant, il se redresse, esquisse quelques mouvements pour faire disparaître son ankylose et se précipite hors de la cabane. Là, il découvre que les deux voyous ont pris sa voiture, abandonnant leur vieille Ford. Bien sûr, la clé de contact de la Ford a été retirée, mais cette fois, la chance est avec Harry. Pour avoir jadis défendu un petit voleur à la roulotte, il sait comment on peut faire démarrer un moteur en court-circuitant le système de démarrage. 2 minutes plus tard, la Ford s'élance sur la route. Elle ne roule pas vers Lookout Point, l'endroit fixé par les ravisseurs pour prendre possession de la rançon, puisqu'il n'y a plus de rançon. L'affaire dépend maintenant de la police, mais c'est à Matthew Frost d'en décider. La Ford brinque-ballante file sur la route et enfin pénètre dans une luxueuse propriété. Une servante introduit l'avocat dans un somptueux salon lambrissé où l'armateur l'accueille, un verre de whisky à la main. C'est un homme imposant, à la figure rubiconde, dont l'expression habituelle est une extrême arrogance. La première chose qu'il dit à Harry en le voyant s'approcher ne manque pas de le surprendre. « Vous avez vu dans quel état sont vos vêtements? Mais que diable vous est-il arrivé, Mas ?» La question est certes pertinente, mais pas du tout celle qu'on pourrait attendre de la part d'un père désespéré. Harry commence à raconter son aventure quand les mots se bloquent dans sa gorge. Il vient de se rendre compte qu'il y a une troisième personne dans le salon. Une jeune fille d'une vingtaine d'années, très maquillée, avec un casque de cheveux d'un noir d'ébène, se prélasse dans un fauteuil. Ses grands yeux violets, posés sur l'avocat, expriment un amusement sardonique. Cynthia. C'est Cynthia Frost, la kidnappée. C'est-il le jouet d'une hallucination? Après tout ce qu'il vient de subir, ce ne serait pas impossible. À moins que l'explication soit ailleurs. Patience, patience. Nous n'allons pas tarder à la connaître. Harry parvient à balbutier. Cynthia a été relâchée? Il se porte bien? Le milliardaire jette à sa fille un regard dur. Tout à fait bien. Je suis désolé, Mas, vous serez récompensé pour vos bons services, bien sûr. Mais nous devons toute cette histoire au sens de l'humour très particulier de mademoiselle ma fille. Un pari avec des amis de rencontre. Très drôle, n'est-ce pas? Cynthia a tout manigancé. Elle a pris une chambre en ville et posté elle-même la demande de rançon. Ensuite, pendant que vous apportiez l'argent, elle est revenue ici pour le plaisir de m'annoncer le bon tour. Il vide son verre d'un trait et conclut. C'est l'un de ses amis, à ce que j'ai compris, qui doit récupérer la serviette où vous l'avez laissée. Harry secoue lentement la tête. La serviette? Il ne l'aura pas, monsieur. Frost le regarde vivement. Comment ça, il l'aura pas? Qu'est-ce que vous racontez, là? J'ai eu un accident sur la route, monsieur, et 2 voyous m'ont agressé et sont partis avec la serviette. Et vous m'annoncez ça tranquillement? S'écrie le milliardaire furieux. Quand on ne sait pas conduire, on ne se charge pas d'une telle mission. Vous êtes un minable, mon vieux. Je vais en dire 2 mots à votre patron pour qu'il vous foute à la porte.
Mais monsieur, je vais vous expliquer. Comment ça arrive? En attendant, il faut le retrouver, cet argent. L'interrompt l'armateur en hurlant. 200 000 $ perdus par votre faute. Est-ce que vous vous rendez compte? Débrouillez-vous, mon vieux, prévenez la police, sans parler de moi, évidemment. Trouvez une solution, faute de quoi, je vous en tiendrai personnellement responsable. Harry ne répond pas, mais son humiliation est extrême. Il a bien envie de dire à Matthew Frost ce qu'il pense de ses talents d'éducateur et de sa garce de fille, mais il décide de se taire. Quand il sort de la pièce, il entend Cynthia éclater de rire. Curieusement, Harry s'en moque éperdument. Il reprend le volant de la vieille Ford et rentre chez lui où il téléphone à son vieil ami, le shérif. Des voyous m'ont volé ma voiture et l'argent qu'un client m'avait confié pour une transaction commerciale, lui annonce-t-il. On s'en occupe, Harry, répond le policier. Je vous téléphone dès qu'il y a du nouveau. Quand l'avocat raccroche, il a l'impression très agréable de respirer plus librement. Il a presque terminé sa bouteille de whisky quand la sonnerie du téléphone retentit. C'est le shérif. Mon cher Harry, vous avez de la chance. Les deux voyous ont raté un virage avec votre voiture près de Cannonball. Il n'a pas de dommages graves, votre voiture, mais les deux minables, eux, sont à l'hôpital. J'ai récupéré votre serviette. Vous pourrez passer la prendre dès demain matin. Ça, c'est gentil, shérif. Merci, apprécie l'avocat. De rien, Harry, à votre service. Et maintenant, faites de beaux rêves, dit le shérif avant de raccrocher. Harry Maas a envie de sauter de joie comme un gamin. Ah oui, mon Dieu, oui. Il va en faire de beaux rêves maintenant. Des rêves de voyage à travers le monde, par exemple. Avec 200 000 $, on peut s'en payer des croisières au soleil. Ça, c'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Et aujourd'hui, l'intermédiaire de Carol Myers.